Face à la raréfaction du petit gibier à plumes et à certains lâchers souvent artificiels, de plus en plus de chasseurs sont tentés d'élever des oiseaux au comportement plus sauvage. Nous avons sélectionné les meilleures méthodes pour produire un gibier de qualité et capable de se reproduire. En route pour ces territoires où faisans et perdrix abondent et font le bonheur de chasseurs passionnés. Là, on est en Eure-et-Loir, là, du côté de Brou, hein, qui est la région du Perche. On est à la limite entre la Beauce et le Perche. Donc, on procède à une capture de faisans pour le conservatoire des souches de l'Office de la chasse, qui est situé au Vindrin. Les Vindrins, c'est un petit hameau à côté de Saint-Benoît, dans les Yvelines, et Saint-Benoît, c'est à côté de Rambouillet. Donc ce matin, on a procédé à une petite capture de faisans, on en a attrapé 8, et cet après-midi, on espère en attraper un peu plus. J'espère une vingtaine, mais bon... Ce sont des animaux sauvages, rien n'est réglé d'avance, hein, ils ne sortent pas d'une boîte. Hein. Donc là, on va traquer une cinquantaine d'hectares où il y a un petit bocteau de rien du tout et le reste étant composé de fétuques dactyles et de restes de culture à gibier et de culture agricole classique. Il faut être un peu braconnier, il faut déjà aimer ça, être passionné par l'espèce et puis bien la connaître aussi. Bon, je m'avance un peu, ça se trouve, on va faire une bredouille, mais bon, ça ne m'est pas arrivé jusqu'à présent. Mais là, ce qui est très difficile, c'est qu'il y a moins de couvercle que d'habitude. Bon, il a fait très sec à un moment donné et ça a mal poussé. Et on a du mal et on prend la traque à l'envers par rapport à l'habituel. Mais bon, ça c'est le métier de la nature. On ne fait pas tous les jours la même chose et toutes les années une répétition identique. Hein, ça c'est clair et net. Étienne, vous aurez ce coin-là à fermer. Hein. Ah, il en passera entre les deux. Hein, ça, je ne vais pas parier. Non, mais... Le secret un peu, c'est justement ce que j'ai insisté là-dessus, c'est de pas faire un mur horizontal comme quand on reprend du gibier d'eau. C'est justement de les laisser s'enfiler, entre guillemets, piéter sous le filet, et après ils sont perdus parce qu'on leur bouche la retraite. Les derniers mètres sont faits assez rapidement, on leur bouche la retraite, et on fait tomber, là on aura du mal, mais on fait tomber les perches qui les maintiennent pour leur couper l'arrière de la poche, si je puis dire. Hein. Au niveau d'un repeuplement, il y a une chose supplémentaire par rapport à la gestion classique d'un territoire. Il y a les 3 pieds qui sont bien connus, limitation des prédateurs, limitation des prélèvements, ce qu'on appelle la gestion, aménagement du territoire. On a ce qu'il faut, on a une haie qui est sauvegardée, on a de la culture à gibier et comme sur le faisan on repart souvent à zéro, eh bien la condition pour parfaire ce repeuplement, c'est d'avoir du gibier de qualité. Donc c'est ce qu'on s'emploie à faire depuis une dizaine d'années maintenant, même 11 ans à l'Office de la chasse, fournir des souches issues de sauvages aux fédérations départementales de chasseurs qui veulent repeupler leur territoire avec généralement une protection des oiseaux pendant 3 à 4 ans. Alors chaque poule nous donne environ 15 à 20 petits, vous voyez que c'est pas énorme, parce que d'un point de vue élevage, on les pousse pas. Donc on a actuellement 300 à 400 poules qui sont en élevage pour produire des faisans de première génération et on garde des deuxième génération parce qu'on a une énorme demande de plus de 20 000 oiseaux chaque année de la part des fédérations pour repeupler ces territoires. Voilà. Fais-nous beaucoup de petits. Bon, c'est la combien? 3, non? Bon. Ben, c'était pas ce qu'on espérait. Hein. Les oiseaux sont moins nombreux que l'année dernière et se sont pas bien laissés manœuvrer comme je l'avais prévu. Hein. Là, je voyais pas bien ce qu'on pouvait faire d'autre. Mais je sais pas combien il est sorti d'oiseaux, Valentin. On est 91, tu vois, j'avais là. 91, bon, j'étais à 60, 70. Belles aigrettes, hein. Ouais. Et ça fait des beaux reproducteurs. Ça en fait combien au total? Oui, il vaut mieux qu'on le sache. 9 poules et 3 coques. Ah, 12, hein. Ces oiseaux sont cédés à l'Office de la chasse, donc les propriétaires, nous leur donnons une indemnité financière contre ces oiseaux. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc on achète les oiseaux depuis plusieurs années aux propriétaires privés, voire une société communale de chasse, comme c'est arrivé. Donc tous ces terrains sont indemnes hein, de lâcher depuis 15 ans environ. Donc la garantie d'avoir des naturels, elle est à 99%, pour pas dire à 100% dans certains cas. Il nous faut chaque année une centaine de faisans de reprise pour faire tourner notre conservatoire et répondre à la demande. Pour l'instant, ma foi, on a les 20 premiers. C'est déjà un premier pas et puis on verra bien. Hein. Au regard de la demande, la perdrix grise étant devenue un enjeu dans le nord de la France et dans le centre également,
il a été décidé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage d'avoir ce développement sur de la perdrix grise sauvage, bien évidemment. C'est-à-dire que l'on fait le parallèle avec le faisan. Ce sont des oiseaux de capture sur des territoires n'ayant pas subi d'introduction depuis au moins une quinzaine d'années. Et alors les premiers oiseaux amenés au conservatoire étaient des oiseaux qui étaient capturés de nuit, filets et phares. Et maintenant, on est passé plutôt sur des œufs de sauvetage avec des perdreaux qui sont un peu plus faciles à garder au conservatoire, en fait. On est vraiment sur un challenge parce que les pertes sont importantes à tous les stades sur la perdrix grise, y compris sur la partie hivernale. C'est-à-dire la partie où on va les conserver tout l'hiver pour les mettre en couple. Et là, on a des pertes qui sont importantes. On a des pertes importantes dans les parquets de reproduction. Et c'est des oiseaux qui pondent très peu. La perdrix grise est un enjeu pour maintenir de la chasse populaire dans beaucoup d'endroits. C'est un enjeu patrimonial. La perdrix grise menacée, c'est quand même tout un pan de la chasse française qui en souffrirait terriblement. Donc on a intérêt à avoir un œil très, très aigu sur les populations de perdrix grise afin de ne pas perdre le bénéfice de dizaines d'années de gestion. Parce que la perdrix grise a quand même bénéficié de dizaines d'années de gestion. Et il y a quand même beaucoup de territoires qui gèrent la perdrix grise pour pratiquement jamais la prélever. C'est quand même unique comme géré par des chasseurs, des espèces qui sont rarement prélevées, tout simplement parce que le milieu qui les accueille est souvent très défavorable aussi, il faut bien le dire. Les premiers bilans sont très mitigés parce que on a des difficultés dans les mariages, dans les couples, où le mâle peut tuer la femelle éventuellement, ou vice-versa. On a des difficultés de ponte avec très peu d'œufs. Au conservatoire, ils ont beaucoup de mal pour récupérer une quinzaine ou une vingtaine d'œufs par jour. Ça, c'est vraiment le signe des oiseaux sauvages. Dès qu'on est repassé 3e, 4e, 5e génération, ce phénomène va s'estomper complètement. Les oiseaux sont attribués aux fédérations signataires à partir du moment où on a une production et ils ne partent pas pour de la chasse. C'est pas des oiseaux qui sont destinés à être chassés dans l'immédiat. Leurs descendants seront chassés, mais pas ces oiseaux-là. Là, on est en reconstitution de population, souvent sur des territoires non chassés depuis longtemps et qui n'ont plus assez de perdreaux pour assurer la pérennité de l'espèce. Le particulier qui pourrait profiter des oiseaux, c'est le particulier qui a un accord avec sa fédération. C'est souvent un GIC, un groupement d'intérêt synégétique, c'est une association de propriétaires, c'est une vraie structure avec des gens qui appliquent des règles particulières, qui sont connus de leur fédération de chasse, des techniciens fédéraux et qui ont une vraie politique de gestion. Tous les ans, on s'aperçoit qu'il y a 50% de moins de perdrix sur nos comptages alors qu'on ne les chasse plus. Donc il faut essayer de sauver ces perdrix. Il y a quelques années, donc il y a 5 ans, j'ai dit on va essayer de faire maintenant, aider comme dans les anciens faisaient, faire une réintroduction de perdrix, soit naturelle, si on peut trouver des œufs, soit d'élevage, d'une souche la plus pure possible, de façon à aider la nature un petit peu. Donc là maintenant, comme aujourd'hui, je viens de trouver des œufs qu'on m'a apporté un cultivateur qui faisait donc un broyage. Je les mets donc sous cette poule. Les petits vont naître sous la poule qui va leur servir de mère. Et quand ils seront assez grands, nous allons pouvoir les emmener dans la nature avec la poule qui va, disons, les fixer sur un territoire. On les amènera dans une volière, ce qu'on appelle une volière de prélâché, qui n'est pas très grande, ça fait 6 mètres carrés, 7 mètres carrés en gros. Ils auront donc la poule là, des égrennoirs, et ils vont s'habituer sur le terrain. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, quand ils auront bien pris leur marque, ils seront habitués au bruit, aux alentours, on pourra ouvrir le grillage et à ce moment-là, les perdrix pourront sortir. Mais la poule sera toujours dans sa boîte. Elle va rester là et elle va rappeler le soir les petites perdrix qui sont parties manger autour. Alors des fois, pendant 10-15 jours, ils viennent coucher avec la poule. Puis après, ils vont prendre leurs habitudes de coucher un peu plus loin. Et quand ils ne viendront plus retrouver la poule, je vais récupérer cette poule et la ramener. Et les perdreaux sont installés sur leur territoire où ils auront les égrennoirs qu'ils auront l'habitude, les abris anti-busards qu'ils seront habitués à voir, qui leur servent de point de repère.
parce que c'est ça aussi qu'ils ont besoin. Là, c'est cette volière que j'ai faite il y a quelques années. J'ai fait une dalle en béton et j'ai calé des cornières en métallique. C'est de la fabrication maison. C'est un peu léger, mais ça fonctionne. Boulonné, trou avec une perceuse, des petits boulons, un grillage fin qui est attaché avec du fil de fer. Et j'ai fait donc cette volière en 2 compartiments. Une compartiment qui peut se fermer, une deuxième devant. Ça me permet de pouvoir séparer, de rentrer les poulets ou les canards, parce que tout le monde vient couver plus ou moins dedans. Et j'ai installé des couvoirs avec des anciennes boîtes d'apportation de lièvre. Là, ici, on a une poule sur son nid, le nid à côté est libre, elle est en train de couver. Des œufs en plastique, parce que bon, tous les jours on retire les œufs, tous les jours on caresse les poules, de façon qu'elles soient habituées à nous voir, qu'elles ne soient pas sauvages. Et ça nous permet, quand on a besoin, de prendre la poule, de l'emmener dans la boîte avec les petits perdreaux, et de pouvoir la caresser, lui mettre la main sous le ventre sans qu'elle soit affolée. J'en ai une là, une là-bas, et ça fait 3, 6, il y a 7 poules là qui sont en train de couver. Les meilleures races pour couver, toutes les poules couvent, c'est vrai, mais d'autres sont plus accrochées à leur nid, comme les petites poules cayennes, les petites poules naines, ce qu'on appelle. Celles-là, ce sont vraiment des couveuses. L'intérêt surtout de ces petites poules, c'est qu'elles sont très légères. Si on utilise des pattonnes, ce qu'on appelle la grosse poule qu'on a l'habitude de voir, sont trop lourdes et elles écrasent les petits. Que les petites poules naines, c'est presque naturel chez elles. Elles se calent, sont très légères, c'est des pigeons pratiquement, hein. C'est vraiment très très léger. Ces petites poules-là, on en a acheté chez les marchands. Tous les vendredis, sur le marché, un gars qui vend de la poule pour faire de l'élevage, pour faire de la ponte. Puis après, maintenant qu'on en a une vingtaine, tous les ans, quand les poules arrivent en fin de saison des perdreaux, elles continuent à pondre et on leur laisse les œufs. Et on fait une reproduction de petits poussins pour nous. Quand je n'ai pas assez de poules ou si on veut faire un élevage sans poules, ce qui n'est pas le meilleur, j'ai trouvé une solution provisoire. Je me fais au départ un carton, évidemment, tant qu'ils sont tout petits pour qu'ils soient bien au chaud. Puis dès qu'ils peuvent être dans de l'air un peu moins chaud, je fais cette petite volière démontable. C'est des cadres métalliques avec un grillage recouvert d'un plastique. Pourquoi le plastique? Pour éviter les courants d'air à travers le grillage. Dessus, j'utilise un filet relativement fin pour empêcher qu'il saute, parce que ça saute très très bien. Puis ça, au bout de quelques jours, il commence déjà à faire des essais d'ailes. Et j'ai mis ça là au chaud chez moi, sur du papier. C'est vrai que c'est pas très esthétique, mais c'est, disons, un moyen de nettoyer. On rentre les papiers au fur et à mesure, on les jette, on en met d'autres. Ça coûte pas grand-chose. J'ai mis dessous une feuille en plastique pour protéger un peu le ciment. Et là, ces petits perdreaux sont élevés depuis l'âge d'1 jour sous les lampes. Au fur et à mesure, je peux monter la lampe si je veux réduire un peu la température. Les premiers jours, c'était allumé en permanence. Maintenant, j'ai un éclairage sur le côté qui se coupe dans la nuit. Maintenant, ils en sont rendus à plus de 4 heures de noir. Sans lumière, pour la nuit, pour les habituer à aller après dehors. Alors, le coût, c'est entre 700 et 800 € pour 150 perdrix. On était arrivé à donc il y avait 34 perdrix sur le territoire, et on est remonté à 634 en 3 ans. Donc en faisant entre 100 et 150 petits lâchés. Donc ce qui fait en gros, je vais dire 50 couples. Donc passer... Comme ça, on est monté à 34 couples au 100 hectares. C'est vrai que c'est quand même pas négligeable. Alors la perdrix grise en France aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est dans un creux qui dure depuis 2 années. Ces dernières années, depuis 8-10 ans, on a observé une fluctuation très importante de son succès de la reproduction. C'est quelque chose avec lequel il va falloir composer en termes de gestion. Et c'est vrai que ce creux inquiète les chasseurs qui sont toujours très attachés à ce gibier en pleine de grandes cultures.
On a fait une très grosse étude il y a quelques années qu'on a appelée Pégase, qui était une étude partenariale entre une quinzaine de fédérations départementales de chasseurs coordonnées par l'Office de la chasse. Ça a été une grosse manip puisqu'on a capturé plus de 500 oiseaux, on a suivi plus de 300 pontes, plus de 60 couvées, donc on a de la robustesse dans nos données. Et ce suivi de télémétrie nous a permis de montrer ou de confirmer qu'il y avait une forte mortalité des perdrix en période de reproduction, principalement sur la période de ponte et de couvaison. Et que cette mortalité s'expliquait aux 3/4 par de la prédation. Il y a toute une autre série de causes qui interviennent, mais à des proportions qui sont beaucoup moindres. Les règles pour un bon lâcher, déjà, c'est en premier lieu d'essayer de faire un diagnostic du territoire et de préparer le terrain, que ce soit en termes d'habitat, en termes de prédation, pour que les perdrix qu'on lâche puissent avoir un terrain favorable. On part du principe qu'un oiseau lâché ne peut pas faire mieux qu'un oiseau sauvage. Donc il faut que les conditions se prêtent. Ça, c'est la première des choses et c'est vraiment la priorité à faire au préalable. Ensuite, en termes de lâcher, il faut essayer d'avoir recours aux oiseaux de meilleure qualité possible, étant donné que les oiseaux issus de lâcher ont été élevés dans des conditions qui ne sont pas celles de la nature. Donc ça entraîne deux choses. L'oiseau, quand il est lâché, il ne connaît pas le territoire, donc il faut qu'il trouve à la fois de la nourriture, des couverts, qu'il soit un peu à l'abri des prédateurs pour pouvoir survivre. Ensuite, on peut essayer d'améliorer les chances de survie des oiseaux une fois lâchés sur le terrain en prenant des oiseaux qui ont une qualité génétique, qui ont des conditions d'élevage qui s'approchent le plus possible de la situation en nature, de sorte à ce que la différence ou la transition entre les deux se fasse le mieux possible. À court terme, les densités augmentent suite au lâcher d'oiseaux sur le terrain. Ensuite, la vraie difficulté, c'est la mobilisation des chasseurs sur du moyen terme. Si elle n'est pas présente, les densités de perdrix ont tendance à diminuer et d'après le constat qu'on a pu faire, sur 5-10 ans, on n'a qu'à peu près la moitié des opérations de lâcher qui sont qualifiées comme des succès. Et sur une période de temps plus longue, le pourcentage de réussite tombe à 25% environ. Ce qui veut dire qu'un des points importants, c'est de rester mobilisé, pas simplement pendant le lâcher, mais à continuer à gérer ces populations, à gérer le territoire, à piéger après les lâchers pour que la population qui a été dopée avec les lâchers puisse continuer à bien se développer. Le fameux chicorée, de plus en plus utilisé comme culture à gibier, une fabuleuse culture qui se remet en vie maintenant à la fin de l'hiver, qui va pousser et pousser et pousser jusqu'au mois de juillet-août. C'est un fabuleux support pour les insectes et qui pousse exactement dans la même fenêtre qu'on a besoin. Donc au moment que des faisans et des perdreaux ils sont en train de nicher et éventuellement avoir des petits. C'est aussi une vermifuge naturelle pour tout ce qui est chevreuil et qui est très utile pour ça, quand c'est pas en train de se faire brouter par des lièvres aussi. Donc globalement, c'est un fabuleux choix de culture à gibier qui est, comme on voit, là il est dans sa deuxième année et que ça va pousser à peu près 1,50 m, 1,80 m, qui fait des tiges très boisées, qui va aider à protéger de tout ce qui est prédation par les rapaces. Et c'est multi-usage, multifacette, et puis on va trouver de plus en plus d'utilité pour cette culture. La culture ici où on se trouve, c'est une culture de choux, une culture de quinoa et de facélie. Là, c'est pile-poil le moment où ça va justement commencer à se régénérer, de façon de donner beaucoup de cantonnement et puis d'abri des oiseaux à travers l'été. Ces cultures, ils étaient implantés l'année dernière, au mois de mai, début de mai, après le Saint-Glace, pour éviter tout ce qui est gel, etc. Donc ils étaient bien implantés, ils ont bien travaillé à travers la saison de chasse. Et puis maintenant, c'est le moment où ça se remet en vie.
Ces cultures-là, en fait, il faut regarder justement la densité, parce qu'à travers la saison, il y a pas mal de piquage, de broutage par des oiseaux, entre d'autres les cervidés, etc. Plus après les pigeons ramiers et d'autres espèces. Donc, il faut regarder justement l'épaisseur de ça. Il faut bien choisir aussi les éléments dès que le départ, parce que dans ce culture où on se trouve, il y a pas mal de facélies aussi qui va maintenant se remettre en vie avec ces milliards de graines qui vont se régénérer, et donc ça peut vite remplir les trous. Il ne faut pas toujours les enlever tout de suite. On a quand même une fenêtre qui fait qu'en mois de mai, on peut venir s'aimer, mais on prend le choix lentement et en regardant ce qu'il y a. C'est surtout ici une culture de cantonnement, une culture, un gagnage où des oiseaux ils se migrent normalement à travers toute la saison de chasse, où ils passent leur journée. Il y a partiellement de la nourriture, mais ce n'est pas une activité à plein temps, parce qu'il y a quand même pas mal de consommables, des céréales, etc. à droite à gauche, mais c'est surtout un endroit de tranquillité et de grand feuillage où des oiseaux puissent retrouver la paix, en fait. Je pense que c'est très important de créer les passe-temps, parce que l'activité de manger est une activité très partielle à travers la journée, et donc il faut considérer leurs activités supplémentaires à travers tout ça pour justement s'en occuper le temps à manière de mieux cantonner des oiseaux. Il y a à peu près 30 à 40% de nos cultures, c'est comme ça, on essaye de quand même laisser des cultures à travers l'été, partiellement, justement pour qu'il n'y ait pas trop de choc pour les oiseaux restants à la fin de la saison. Là, on est à peu près à 60-70 € à l'hectare, à peu près. Ça comprendre la sémence, un petit peu d'engrais, mais on essaie d'éviter. Et la main-d'œuvre, on va dire aussi, la main-d'œuvre. Je pense que la grande utilité, c'est que c'est un refuge. C'est des refuges essentiels qui produisent des verdures, etc., des insectes. Et ça donne quand même quelque chose après la chasse, parce que pour un oiseau qui fait à peu près 20-30 cm du sol, de se faire enlever toute son habitation tout autour, parce que quand on parle de culture à gibier, c'est souvent maïs, millet, tous ces consommables, des céréales une fois qu'ils sont dégagés, ils se retrouvent avec rien. Pour ceux qui ont des intérêts vraiment d'avoir une reproduction naturelle propice, il faut quand même penser à travers ces cultures-là. Et puis de toutes les manières, ça fait du bien à la nature tout court, y compris les chevreuils, les lièvres, c'est des abris qui sont essentiels et qui peuvent réduire justement la prédation. La perdrix a toujours existé dans le Petit Luberon. Après les grands incendies de 1955, les ouvertures de terrain ont été propices à ça. Alors quelques couples qui restaient ont commencé à nicher, les jeunes ont commencé à renicher. Et là on a vu réellement des années réellement propices. C'était des années où la chasse était aussi difficile, on chassait avec du fusil, du plomb qui n'était pas tellement performant. Et puis nos vallons sont aussi très intéressants pour la perdrix. C'est que quand on tire un coup de fusil sur une compagnie, s'il y a un oiseau qui tombe, c'est bien, mais le reste de la compagnie traverse tout le vallon et il est très difficile aux chasseurs d'aller la récupérer. Voilà, c'est ce qui a sauvé énormément de perdrix chez nous. Puis la fermeture des milieux a défavorisé cet ensemble. Et à partir de là, il a fallu travailler. Et là, on a réouvert les milieux, sous les conseils, bien entendu, de l'Office national de la chasse et de la Fédération des chasseurs des Vaucluses, et nous-mêmes, société, parce qu'on avait envie de s'impliquer dans ce système. Nous avons trouvé à cet effet un très bon élevage dans le Gard, parce qu'il faut savoir ça aussi, que certains oiseaux qu'on nous dit de reproduction ne sont pas capables de reproduire. Pour une bonne raison, c'est qu'ils sont incapables de se nourrir sur des terrains sauvages. Ils n'ont jamais eu l'habitude de manger un grain de blé, n'importe quelle céréale. Et on a eu la chance, un peu par la fédération, puis par nos recherches, de trouver ce qu'il nous fallait pour réintroduire la perdrix rouge dans le Petit Luberon. Ce projet a démarré il y a 4 ans. La première année a été un fiasco complet à cause d'oiseaux qui n'étaient pas aptes à vivre sur notre territoire, des oiseaux qui n'étaient pas sauvages, qui n'avaient rien. Et la deuxième année, nous avons trouvé cet éleveur. Et là, ça a été le début. On a bagué tous les oiseaux qu'on lâchait sur le territoire.
Les oiseaux, la première année, donc, c'était l'année de lâcher. Nous ne savions pas le résultat que nous pouvions avoir, puisqu'on venait de les mettre. Mais ce qui s'est passé dans la 3e année, là, on a trouvé des oiseaux qui étaient bagués, bien entendu, puisque nous ne les chassions pas. Il y avait de la mortalité, ça, on en convient. Mais on a trouvé dans les compagnies d'oiseaux ou dans les couples d'oiseaux bagués, des oiseaux qui n'étaient plus bagués. Donc, ça nous a permis de comprendre que des nichés étaient nés chez nous. Voilà. Et alors cette année, la 4e année, c'est l'année pour nous de l'apothéose, si on peut dire. Parce que ne pas chasser et continuer à avoir des oiseaux que maintenant sont sauvages et se permettent de s'élever tout seuls sans avoir besoin de l'homme, on les aide toujours un petit peu par des ensemencements, par des terres cultivées, par de l'apport d'eau, par tout un... Mais ça nous permet cette année d'avoir un résultat réellement fabuleux. C'est pour ça que les comptages que nous faisons actuellement et que nous ferons aussi avant l'ouverture de la chasse, nous permettent de dire, bon, cette année, on pourrait prélever une vingtaine d'oiseaux, 50 oiseaux. Et voilà à quoi servent un petit peu les comptages et le suivi des oiseaux qu'on a lâchés sur les terrains. En France, on est environ 900 éleveurs. Il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'années, on était le triple. Aujourd'hui, ça se professionnalise de plus en plus avec des structures qui font spécialisées en accouvage et des structures qui sont spécialisées en multiplication, c'est-à-dire qui achètent des oiseaux de un jour et qui les produisent jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à la vente pour la chasse. Il se produit environ 14 millions de faisans, 5 millions de perdreaux et 1 million de colverts. La France est un des premiers pays producteurs d'œufs et de poussins en Europe. Un oiseau sur 2 chassé en Europe a été produit sous forme d'œuf ou de poussin en France. Et donc sur ces 14 millions de faisans, il y a seulement peut-être 12 à 13 millions de faisans chassés en France. Le million restant est destiné à faire des futurs reproducteurs pour l'export. Un bon éleveur de gibier, c'est quelqu'un qui applique la charte de qualité du Syndicat national des producteurs de gibier chasse, qui se résume en 3 points, des densités faibles d'élevage, des grandes volières et des sorties précoces d'oiseaux. Dans les années 80, on a énormément travaillé sur la charte. Aujourd'hui, elle n'est pas reconnue officiellement par les pouvoirs publics, mais elle est reprise à 95% par les éleveurs de gibier. Et le gros dossier aujourd'hui politique du syndicat, c'est la mise en route de l'interprofession qui s'appelle Interprochasse, dont l'objectif est de maintenir nos activités le plus longtemps possible et de maintenir le nombre de chasseurs à terme en France. Alors aujourd'hui, grâce au soutien de l'interprofession Interprochasse, l'objectif c'est de réduire de 25% l'utilisation des antibiotiques dans l'élevage, d'une manière générale. Donc l'élevage de gibier est concerné. Donc aujourd'hui, on essaye de trouver des solutions alternatives qui existent. Ça va être l'utilisation d'huile essentielle issue de plantes, ça va être l'utilisation d'acide dans l'eau de boisson, ça va être une amélioration de la qualité de l'élevage aussi, bien jouer sur les densités, l'alimentation, la part alimentation, la qualité de l'alimentation animale, l'alimentation issue des céréales mais retransformée est importante. Donc tous les opérateurs de la filière travaillent sur ce sujet pour réduire la consommation des antibiotiques. Un oiseau de qualité, c'est un oiseau qui a un très beau phénotype, qui a été élevé en extérieur, en plein air, même si sous filet en grillage, sous une volière, qui n'a pas connu trop de périodes trop longues de bâtiment et qui est suffisamment ensauvagé, c'est-à-dire qui a suffisamment peur de l'homme, qui n'a pas été trop habitué à voir l'homme régulièrement dans la journée. Le but, ne serait-ce que d'un point de vue administratif, on est obligé de passer voir nos oiseaux tous les jours pour surveiller les mortalités, surveiller les maladies, s'il y en avait. Mais le but, c'est que l'oiseau voit l'homme le moins souvent possible. Un bon éleveur, c'est un éleveur de proximité. Ce n'est pas un oiseau qui fait 200 ou 1000 km dans la journée avant d'être relâché. Donc, il faut jouer la proximité. Un éleveur, c'est quelqu'un qui fait pas de négoce, mais qui est éleveur. C'est-à-dire qui achète ses oiseaux à un jour ou éventuellement à 8 semaines et qui les a chez lui. C'est quelqu'un qui fait ça à temps plein,
qui fait ça avec passion. L'idéal, c'est d'aller voir, lui demander de visiter son site d'élevage. Si vous voyez que la porte est fermée, posez-vous la question. Si des fois il y a des écarts de 1 euro ou des fois plus entre des oiseaux adultes, posez-vous la question, est-ce que l'oiseau a vraiment 18 ou 20 semaines ou est-ce qu'il n'aurait pas 25-26 semaines, c'est-à-dire mieux fini, un oiseau plus âgé va mieux se défendre, va être mieux musclé et pour être réintroduit dans la nature, aura de meilleures capacités à se défendre. Un bon éleveur de gibier doit être chasseur. Aujourd'hui, il y a des bons éleveurs de gibier qui ne sont pas chasseurs. Mais il y a quand même une fibre, il y a quand même ce contact qui sera beaucoup plus facile avec la clientèle. Un éleveur de gibier, ça doit être aussi un passionné de chiens, de chasse aux chiens d'arrêt. C'est pas un chasseur de gros gibier. Il y a quand même quelque chose d'attachant dans la chasse qui fait que si vous élevez du gibier comme vous élevez tout autre animal, ça peut pas le faire. Ce dispositif est constitué de cadres métalliques qui a été fourni par la fédération dans un premier temps, puis la fédération a jugé bon de nous les laisser. Nous adaptons un filet tout au-dessus pour pas que les oiseaux puissent s'échapper, mais aussi le filet est assez souple pour que les coups de tête par envol ou autre puissent ne pas trop les abîmer. Il y a un cadre métallique à l'intérieur aussi pour préserver le grain pour certains animaux. Et nous avons jugé bon de mettre une clôture électrique tout autour de ce parc de prélâchés pour se préserver des sangliers ou tout autre animaux qui risquent de perturber un petit peu je vais dire pas cet élevage, mais cette façon de les acclimater à ce territoire. Dans 5 jours, une grosse partie, je veux dire 15 ou 20 oiseaux, tout dépendra de ce qui va sortir des filets, vont être lâchés dans la nature et mis en liberté. Et les quelques-uns qui vont rester, on les gardera une semaine de plus, qui serviront d'appelant pour pas que la compagnie qui a été lâchée puisse partir trop loin ou ne savent plus où aller. C'est ceux qui restent dans la cage qui vont appeler ceux qui sont en dehors. Au bout de ce temps, on lâchera pratiquement la totalité, sauf 1 ou 2, pour continuer le suivi et pour se permettre de dire que la population est autour de ce parc de prélâchés. Il faut penser une chose, c'est que l'investissement est environ de 6 000 € par an. Que ce soit le coût des parquets, que ce soit le coût du grain, que ce soit le coût des oiseaux et du travail qui est fait. Là-dessus, il faudra bien entendu déduire la somme que la fédération reverse, l'équivalent de 50% des frais que nous avons faits. Cette subvention a été donnée par rapport aux quantités d'oiseaux que nous pouvons mettre sur le terrain, c'est-à-dire que nous lâchons environ 100 oiseaux à chaque fois et les lâchers se répartissent en 2 fois par an. Il y a le premier lâcher dont nous sommes présents aujourd'hui. D'ici 15 jours, 3 semaines, l'éleveur va nous livrer une deuxième fournée. Et la façon de faire sera identique à la première. La passion de la perdrix rouge, je l'ai depuis que je suis tout petit. Déjà tout jeune, j'ai élevé des perdreaux avec des œufs de fourmis et avec des sauterelles. Alors, que je récupérais dans la nature, j'en ai attrapé un et puis je l'ai élevé, je l'ai apprivoisé. Et voilà, j'ai gardé cette passion et j'ai eu la chance, arrivé à la retraite, de pouvoir donner plein cours à ma passion puisque j'ai monté donc cet élevage de perdrix rouge dans le Gard. L'objectif, c'est de faire du perdreau qui soit le plus sauvage possible. Pour ça, il faut qu'il n'ait pas du tout d'imprégnation. C'est-à-dire que pendant les 72 premières heures de leur naissance, ils ne doivent pas avoir de contact avec l'homme. Parce que sinon, il y a de l'imprégnation qui se fait. Et donc, le perdreau, il a moins peur de l'homme. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il ait vraiment peur de nous. Donc, on a mis des caméras dans tous nos box d'élevage. Et on les suit avec des caméras. Et quand on rentre dans la zone d'élevage, on met des masques pour qu'ils ne puissent pas du tout reconnaître l'homme. On est habillé tout en rouge, avec un grand masque sur la tête. On met un grand tablier pour qu'ils ne voient pas qu'on a des jambes. On s'est mis des ailes sous les bras pour qu'ils aient l'impression que c'est un animal, un vautour ou je ne sais trop quoi. Enfin bon, l'objectif, c'est qu'il n'ait pas d'imprégnation par l'homme. Et donc ça donne un perdreau qui est déjà un peu plus sauvage. Ensuite, on essaie d'avoir le moins de concentration possible. C'est-à-dire qu'on a des parquets qui font 1600 mètres carrés dans lesquels on met à peine 1500 perdreaux.
toutes les sociétés de chasse qui veulent se procurer des oiseaux peuvent se le procurer chez nous. Le tout, c'est qu'elles nous les commandent à l'avance parce qu'on n'est pas extensible. Ce que je veux dire par là, c'est que nous élevons aujourd'hui en gros entre 10 et 11 000 perdreaux par an. Mais nous ne sommes pas capables d'en produire plus. Ce que je veux dire par là, c'est que je veux garantir la qualité de ma production. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est d'être convaincu et sûr que le perdreau qu'on va faire survivre va être capable de se reproduire. C'est-à-dire, pondre, on sait qu'il pondent, parce que toutes les femelles pondent, mais est-ce qu'elles sont capables de couver? J'en suis beaucoup moins sûr. Je pense qu'on a fait sur la perdrix, comme sur le faisan, comme sur la poule d'élevage de l'époque, on a sélectionné sur sa capacité à pondre et non plus sur sa capacité à couver. Donc chez nous, on a isolé 20 couples sur des volières qui font 100 mètres carrés chacune et on va sélectionner les couples couveurs. On a déjà fait l'expérience il y a 2 ans, sur 20 couples simplement, 7 ont couvé. 12 ont pondu, bien entendu, seulement 7 couples ont couvé. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a que 35% des perdreaux qui couvent. Peut-être qu'il y en a 40 ou 45%, parce qu'ils sont dans un milieu qui est restreint, ils sont sur 100 mètres carrés, donc ils peuvent être gênés. On n'est pas certain que ça soit que 35%. Sauf que, néanmoins, si vous ne gardez que eux comme reproducteurs, vous pouvez garantir à la société à qui vous les vendez que les perdreaux que vous leur vendez sont issus de perdreaux qui ont couvé. Alors, il semble quand même, parce qu'ici on est sur un territoire où on vend des perdreaux depuis 3 ans maintenant, et je commence à avoir de la reproduction, donc ça veut dire qu'il y en a quelques-uns qui survivent et qui reproduisent quand même. Alors là, on a nos petits faisans d'eau qui sont restés toute la nuit au chaud, dans les 35, 38 degrés, et que je vais remettre avec les mamans. Voyons voir. Voilà. Je mets 10-15 faisans pour une petite poule comme ça. Et pour une grosse poule comme celle-ci, on va jusqu'à 20. Vous entendez les poules qui les appellent, donc il n'y a pas de problème, ça va très bien se passer. On va passer à la suivante. Hop là. Allez, poussez-vous. Oh là là là. Voilà, 2 petits poussins vénérés. Un petit poupoule. Tiens, 4. Ah. Voilà, elle les accepte. Allez. Alors là, je les laisse dans ces petits espaces, dans ces petits nids confinés, pour qu'ils trouvent bien la maman tout de suite, pour se mettre au chaud tout de suite. Parce que si on les laisse dans des nids un petit peu plus grands comme on faisait au début, il arrivait qu'il y en a qui restent dans les coins et qui prennent froid. Et s'il prend froid 1 heure, s'il ne se réchauffe pas, il est mort. L'adoption des faisans d'eau, ça commence par l'observation des poules. Dès qu'on voit qu'une poule commence à couver, qu'on la touche, qu'elle ne s'en va pas, on enlève les œufs et on met un faux œuf. Oui, pour éviter toute éclosion intempestive qui bloquerait l'adoption. Alors en lui mettant un faux œuf, la poule elle coud toujours. Si elle ne coud pas, c'est que c'est pas une bonne, il faut l'éliminer. Et on attend 3 semaines à peu près. Au bout de 3 semaines, on peut faire adopter. J'ai même vu des fois 15 jours où l'éleveur avait des faisans d'eau qu'à ce moment-là. Au bout de 15 jours, j'ai réussi une adoption. Maintenant, on va les installer. Ceux qui ont 15 jours, les déplacer dans une volière plus grande. Puis les seuls que je viens de mettre dans les boîtes, d'ici 2 heures, on va les mettre dans un petit parquet à l'extérieur sur l'herbe.
Alors ici, on est dans une volière qui est centrée dans la propriété. Une bonne volière, c'est une volière qui est plutôt en longueur, avec un peu de végétation à l'intérieur, protégée d'une clôture électrique contre les sangliers. Et puis une tôle pour protéger, la trémie pour le blé et les granulés. Et bien là, on va lâcher des faisans d'eau de 15 jours. Pourquoi en volière? Pour être sûr qu'il y ait moins de prédation. Et peut-être qu'ils s'acclimatent mieux, peut-être. Alors les poules vont rester 1 semaine ou 2 dans les boîtes. Après, elles vont vadrouiller dans la volière avec les faisans d'eau. La poule, en théorie, vu les arbres qu'il y a dans la volière, va les apprendre à se percher. J'installe la porte en protection des granulés contre la pluie. Tout est installé, la nourriture, la boisson, on n'a plus qu'à aller chercher la poule et sa future progéniture. La suite de notre opération, on est à peu près 2 heures plus tard et on va regarder comment se comportent les petits faisans. Hein? Vous voyez? Il n'y en a qu'un dehors. Donc là, je vais prendre la poule, je vais l'emmener dans un parquet qu'on vient d'installer et je vais mettre les petits faisans dans la boîte. Et je vais lui déposer ensuite. Vu que c'est une petite poule, on va le mettre dans une petite boîte. Voilà. Et maintenant, le reste de la famille. 9, 12, 15. Là, on va les laisser. Bon, ils ont déjà été 2 heures là-bas. Je vais les laisser encore 2 heures. Et puis il fait bon. Alors, il fait pas trop froid. Après, ouvrir. Et laisser la nature se faire. À partir de 6 semaines, on va lâcher par petits groupes de 5 oiseaux, toutes les semaines, des oiseaux. Le principe d'une volière anglaise, c'est un moyen d'introduire des oiseaux dans un milieu de chasse afin de les préparer le mieux possible pour la saison de chasse. C'est probablement, et à mes yeux, la façon le plus digne de le faire ça, où des oiseaux de 6 à 8 semaines sont introduits dans les milieux avec le temps, pendant le temps de grandir, évoluer sur place, connaître leurs endroits et de se sentir vraiment chez eux pour ensuite donner le meilleur d'eux-mêmes lors des journées de chasse, ici, 2-3 mois. La taille d'une volière anglaise est très variable, selon la taille du territoire, selon la taille de le bois où ça se situe. Il ne faut pas dépasser 1/3 de la taille de le bois où la volière se situe. Donc ce n'est pas la peine d'arriver dans un endroit et dire on va le clôturer, parce que les refuges extérieurs sont très importants aussi, juste en dehors de la volière, pour ces oiseaux-là, lors de leur évolution sur le territoire. Les endroits de mettre la volière, c'est très important de considérer le soleil, des endroits d'ensoleillement, à proximité des lisières, même incluant des lisières de certains bois ou un œil, avec suffisamment de couverts renouvelables, parce que c'est bon à savoir, c'est qu'une volière où on le met, il faut faire attention de où on le met, parce qu'il va quand même rester là-bas, dans cet endroit, pendant longtemps. Donc il faut choisir en fonction de la végétation locale, parce qu'à partir du moment qu'on met une densité d'oiseaux dans une volière anglaise, la végétation locale est très impactée par cela. Ça, c'est une super introduction jusqu'à la volière. Lonicera nitida. Mon petit arbre fétiche pour une volière anglaise. Ça, si on arrive à implanter ça, et ça c'est vraiment le non consommable parfait.
qui restent verts toute l'année et qui poussent assez rapidement, parce que ça fait qu'1 an et demi qu'ils sont là, ces trucs-là. Et ça fait un couvert très basse. Ici, cet arbre a commencé par un coup de tronçonneuse, des lagueuses, en allant en diagonale à travers la petite grume, on va dire, enfin, on manque de meilleure phrase. Ensuite, c'était couché et la languette ici était coupée aussi. Il y a juste cet endroit-là qui alimente tout le reste de cet arbre, qui pousse tout à fait normalement, mais juste horizontalement. Et c'est vraiment le moyen de créer un couvert dans un endroit où on met des oiseaux tous les ans. Donc il faut trouver le moyen de toujours renouveler. Et ça, c'est la meilleure façon que j'ai trouvée jusque-là. Voici un oiseau d'à peu près 8 semaines et demie maintenant. Commence à approcher 9 semaines. C'est un jeune coq. Lui est introduit dans la volière anglaise en respectant la vieille tradition qu'il faut les handicaper un petit peu. C'est important aussi de couper donc un aile. Soit on coupe ou on tire des plumes. Là, on voit des plumes en train de repousser à nouveau. C'est simplement par sécurité pour que des oiseaux ne se trouvent pas dehors dans la première instance où ils n'ont pas encore trouvé leur abri, installer toutes les connaissances qu'ils ont besoin pour la suite. Les oiseaux, ils sont libres de sortir, de rentrer. Comme ils arrivent de se brancher sur les arbres intermédiaires, ils se retrouvent dehors. Ils ont la capacité de rentrer à travers des gourlettes de rattrapement, mais pour eux, vraiment, et pour nous, le but de jeu, qu'ils se retrouvent le plus vite possible dehors. À partir du moment qu'ils savent ce que c'est à manger, où je peux le trouver, les repères audio, les repères visuels par rapport à la paille, etc., on veut que les oiseaux soient dehors. C'est là où ils vont évoluer le mieux. On a déjà prévu pas mal d'aliments pour eux dehors. Et dès qu'ils commencent à connaître leurs nouvelles endroits, les enceintes, les bateaux où justement on va les chasser un peu plus tard, tant mieux pour nous, en fait. Voilà un tunnel ou autrement dit un grelotte de rattrapement. Quand les oiseaux commencent à approcher une douzaine de semaines, même juste un poil avant, quand ils arrivent de rentrer dans ces petites arbres intermédiaires, ils ont tendance de se retrouver dehors. Donc la question est comment ils rentrent. Bon comme c'est un oiseau qui va être attiré par les autres, ils vont tourner autour. Donc on a créé un système qui est très classique, très répandu en Angleterre, où nous avons un gris. Ce qu'on prend de la hauteur, ça permet de l'oiseau de tourner autour, étant protégé par la clôture électrique, bien sûr, parce qu'il faut absolument une clôture électrique, et guidé par ce qu'on appelle les oreilles. Les oreilles, ils sont là, les oiseaux, ils arrivent, ils sont mis dans l'entonnoir, et là, ils passent ici. Ensuite, ils rentrent dans la volière. C'est vraiment un principe de nasse, comme pour les écrevisses, il peut très facilement entrer, très difficilement sortir. Il y a peut-être 1 ou 2 par saison qui arrivent de sortir par là, mais ça reste là. Nous avons installé des mangeoires spécifiques qui permettent des oiseaux à manger à leur hauteur. Donc pour mieux digérer les aliments, un faisan qui mange à son hauteur, il n'a pas besoin de baisser, c'est déjà mieux, c'est déjà un exercice de moins. C'est un moyen d'économiser et de garder surtout la nourriture propre. Une fois qu'on retrouve que les oiseaux sont pris vraiment leur marque dans la volière, on aurait plus une tendance d'introduire à manger en dessous les tôles, etc., en dessous des abris, et même par terre, à manière que les oiseaux sont obligés de gratter. Et c'est leur lieu de formation, comme j'ai dit dès le départ. Ici, c'est le début de l'éducation, à la manière qu'on va éventuellement cantonner les oiseaux pour rester jusqu'au mois de janvier. Donc tous les aliments qu'ils trouvent dans cette volière, ils vont les retrouver dehors. C'est l'activité quotidienne, au moins 2 fois par jour. Nettoyer les abreuvoirs. D'avoir du succès avec les oiseaux dans une volière anglaise, c'est aussi basé sur l'hygiène. L'eau d'abreuvoir, il faut qu'il soit propre, archi propre. Ici, il doit y avoir 19 abreuvoirs dans cet hectare, repartis littéralement partout à travers la volière. Et tous dans le but de l'oiseau, il n'a pas obligé de faire tout un chemin pour les trouver à boire. Moi, j'utilise un cuve qui fait 1000 litres, alimenté ensuite par un tuyau de 25 mm qui fait toute la volière. On fait déjà un circuit. Après, c'est une question de raccord, comme on voit ici, où il y a un parti de tuyau en jardinage qui alimente l'abreuvoir final
avec un flotteur de petit débit. Ça lui permet de laver les abreuvoirs et ils se remplissent automatiquement. Ici, là, cet abri, nous, c'est un PlayStation à faisan, en fait, ici. Là, il y a un abri, c'est un peu dans le principe d'un piñata. C'est qu'on met de la paille par-dessous, on met du granulé ou du céréal un peu plus tard. Ça permet des oiseaux de gratter et de trouver le nécessaire. Pendant ce temps-là, ça tombe en pluie, en dessous, pour les autres oiseaux qui sont en dessous, qui puissent se nourrir exactement pareil. C'est un moyen de venir gratter. Et ceci, ça fait partie du début des repères visuels, que dès qu'on trouve un peu de paille, il sait automatiquement qu'il y a de la nourriture à gratter, quoi. En ce qui concerne le grillage dans une volière anglaise, par rapport à sa hauteur, je pense qu'il faut une hauteur un minimum de 2 mètres. Je pense que l'idéal se trouve entre 2 mètres et 2 mètres 50. Ici, c'est un mail de 25, ça peut aller à 30 de toutes les façons. Ensuite, on a un mail de 13 qui est de 1 mètre. Et moi, je laisse dépasser 20 cm. Et ensuite, je mets des pierres. Pourquoi je mets des pierres? Pourquoi je ne l'enterre pas? Pourquoi je ne mets pas des sardines? Bon, éventuellement, je pourrais mettre les sardines et des fers à béton pour tenir le grillage par terre. Mais ce grillage, il est levé dans les premières quinzaines de septembre. Donc, pour la facilité des choses, et puis c'est juste aussi efficace, on ramasse les pierres, on les fait dans les petits tas, on relève le grillage, on l'accroche ici, pour que justement les oiseaux aient la possibilité de passer à travers la volière à leur volonté. Il est nécessaire de mettre une clôture électrique autour de la volière par précaution de tout ce qui est prédateur mammifère. Renard bien sûr, mais sanglier maintenant, y compris des accidents éventuellement cerf et biche. Il faut quand même montrer que la volière est là. Le coût d'installer une volière est très variable par rapport de plusieurs facteurs. Déjà, c'est on peut se fournir des piquets soi-même. Moi, je conseille toujours des piquets d'acacia où c'est possible, parce que là, on est certain qu'on est parti pour 20 ans. Le grillage, par mes propres expériences, c'est pas la peine d'acheter le moins cher, parce qu'il y a moins de métal dedans. Après, c'est selon la taille de la volière. Et puis la main-d'œuvre gratuite, bien sûr. Ça, c'est le plus important. Est-ce que cette méthode est transposable à travers toutes dimensions de chasse? Je pense que, bien sûr que oui. Et pour moi, est la seule façon d'aborder une saison de chasse. Je pense que le gibier artificiel aujourd'hui est quelque chose de... on ne va pas médire les chasses artificielles tant que c'est le mot est suffisant, artificiel. Si on veut quelque chose qui approche vraiment la chasse, il n'y a que comme ça. Les oiseaux, il faut qu'ils entrent 3 mois avant qu'ils sont chassés. Il faut qu'ils connaissent leurs endroits de refuge, il faut qu'ils connaissent comment passer dans une vallée, etc. Comment voulez-vous passer des moments extraordinaires à la chasse, tirant des oiseaux qui sont sur place depuis 3 semaines. C'est donc la seule méthode, en fait, pour moi. Et qui doit être pratiquée à mes yeux, si on parle de chasse. Ces méthodes pour élever du gibier de qualité ont fait leurs preuves. N'oublions pas que cela demande un investissement permanent, sans succès assuré à tous les coups, et qu'il ne faut jamais relâcher la tension au risque de voir s'envoler tous ces efforts. Mais le plaisir d'un gibier abondant et de parties de chasse réussies n'en vaut-il pas la chandelle ?